La définition de l'hypertension artérielle est à la fois simple et compliquée. On estime qu'un sujet est hypertendu s'il a de manière permanente des valeurs de pression artérielle au repos au-delà de 140 mm de mercure pour le premier chiffre ou au-delà de 90 mm de mercure pour le second chiffre. On dit communément 14,9 parce qu'on parle en centimètres de mercure. Ça, c'est vrai pour l'adulte et c'est vrai quel que soit l'âge, c'est-à-dire de 18 à 100 ans. L'hypertension artérielle se définit tout simplement par un excès de pression dans les artères. Cet excès de pression dans les artères va favoriser des modifications de la morphologie des artères qui vont, en conséquence de cette élévation de la pression, vont s'épaissir, se rigidifier et parfois se dilater selon les territoires, quand elles sont par exemple très élastiques comme l'aorte. Cet épaississement, cette rigidité des artères en réponse à l'élévation chronique de la pression va entraîner des défauts de perfusion de tous les organes qui sont irrigués par ces artères. Les différentes formes d'hypertension artérielle sont d'une part, et pour la grande majorité d'entre elles, c'est-à-dire plus de 90%, ce qu'on appelle l'hypertension essentielle, qui est liée tout simplement au vieillissement et à des facteurs qu'on connaît bien, qui sont des règles d'hygiène et de vie et l'hérédité. Dans une minorité de cas, il existe des formes d'hypertension artérielle dites secondaires, qui sont des formes essentiellement dues à des excès d'hormones, excrétées par les glandes surrénales par exemple, ou alors des maladies rénales qui peuvent être cause d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est le facteur de risque le plus fréquent aujourd'hui comme provoquant des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas une maladie en soi, mais son existence va favoriser la survenue de complications graves et fréquentes que sont l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde et de manière plus sournoise, l'insuffisance rénale et certaines autres causes méconnues comme la démence qui est extrêmement liée au niveau de pression artérielle qu'on a autour de la cinquantaine par exemple. Dans la plupart du temps, les symptômes sont extrêmement peu fréquents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'hypertension artérielle se dépiste en médecine du travail, en médecine générale. Et c'est toute la différence qu'il peut y avoir entre un système de soins de qualité, comme on peut avoir en France, qui permet de dépister très tôt les hypertendus sans symptômes, par rapport à des systèmes plus défaillants ou moins efficients, où on attend que l'hypertendu soit compliqué ou présente une complication pour le dépister, le détecter, le traiter. Aujourd'hui, néanmoins, quand on interroge un hypertendu qu'on a dépisté, on se rend compte le plus souvent qu'il a quand même eu quelques symptômes qu'il a négligés, qui sont les maux de tête, les bourdonnements d'oreilles, des vertiges, des essoufflements à l'effort, parfois des palpitations à l'effort. Tous ces symptômes doivent orienter vers la détection de chiffres tensionnels élevés au repos et donc la mesure de la pression artérielle. Les complications qu'il faut rechercher au moins à l'interrogatoire quand on est hypertendu, c'est les complications les signes des complications. Ce sont effectivement des troubles neurologiques qui auraient pu être passés inaperçus ou négligés, une maladresse d'un bras très transitoire, la perte de la vision d'un œil de manière transitoire, l'impression de ne pas pouvoir articuler de manière transitoire, les douleurs dans la poitrine qui doivent effectivement évoquer une insuffisance coronarienne, donc une espèce de poids qui surviendrait au milieu de la poitrine, en particulier au froid, lors de la marche en montée, des choses comme ça, des crampes dans les mollets quand on marche, ça doit faire évoquer effectivement une artérite des membres inférieurs. Les maladies rénales sont malheureusement extrêmement sournoises et c'est que les examens biologiques faits par des prises de sang qui permettent par le calcul du taux de créatinine qui permettent de connaître la réalité de la fonction des reins. L'élément extrêmement intéressant dans le traitement de l'hypertension, c'est qu'il a probablement aujourd'hui le niveau de preuve le plus élevé en termes d'efficacité de tous les médicaments qu'on a en prévention. Parce qu'on a plus d'1 million de patients qui, depuis 50 ans, ont été inclus dans des essais thérapeutiques qui, à chaque fois, se sont avérés positifs. Nommément, dès qu'on baisse la pression artérielle, ne serait-ce même de quelques millimètres de mercure, cette baisse est associée à un bénéfice, qu'il soit sur le cœur, sur le cerveau en particulier. Donc aujourd'hui, on a un niveau de preuve très élevé. Et depuis 50 ans, on a 6 ou 7 classes thérapeutiques différentes qui agissent
par des mécanismes très différents de baisse de la pression artérielle qu'on va pouvoir le plus souvent combiner pour agir chez un individu donné en permettant d'obtenir une baisse de pression avec une tolérance correcte. Parce que la difficulté du traitement antihypertenseur, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance quelles vont être les molécules qui vont être à la fois efficaces et bien tolérées chez un individu donné. Ce qui explique qu'en début de traitement, le médecin aura à tâtonner plusieurs mois avant de trouver la bonne recette qui va conjuguer plusieurs médicaments, le plus souvent, et à la fois une tolérance correcte. Ça va être le retour du patient qui va pouvoir nous le dire. Les règles d'hygiène et de vie qu'on recommande aujourd'hui à tout hypertendu sont des règles d'hygiène et de vie qu'on pourrait recommander à tout un chacun. Parce qu'elles sont extrêmement simples, elles visent à éviter les grands excès en sel, en matière grasse et finalement en calories, qui ont comme ambition uniquement d'éviter la prise de poids progressive avec le temps. Ce comportement, au passage, ces règles, seraient bien plus efficaces si elles étaient proposées à ce qu'on appelle aujourd'hui des pré-hypertendus, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore des hypertendus, mais qui sont à haut risque de le devenir parce qu'ils ont entre 30 et 40 ans, qui se sont sédentarisés, qui commencent à prendre passivement 1 kilo tous les jours, tous les mois ou tous les ans, et qu'ils ont des parents hypertendus. Et donc aujourd'hui, la vraie prévention primaire de l'hypertension artérielle consisterait à plutôt orienter ce message de prévention vers refaites une activité physique ou surtout l'arrêtez pas, veillez à garder votre poids de forme le plus longtemps possible, évitez les excès de sel. Ces conseils-là devraient aller en priorité aux sujets qui ont entre 130 et 140 mm de mercure aujourd'hui, qui ne sont pas encore hypertendus, mais qui vont le devenir si on ne fait rien. Et aujourd'hui, on ne fait rien. Chez un hypertendu traité, ces règles visant à éviter les grands excès sont bien sûr intéressantes, mais elles éviteront difficilement la prise chronique d'un médicament. Elles aideront à l'efficacité des traitements, elles permettront d'en diminuer parfois l'importance, mais il ne faut pas se faire d'illusions, quand on est hypertendu, on aura à prendre des médicaments qui vont être très intéressants parce qu'ils vont vous protéger de plein de complications. Un hypertendu bien contrôlé est un être humain qui vit tout à fait normalement. On ne peut pas le discerner dans une salle d'attente d'un cabinet de médecine générale et il n'a aucune raison qu'il ait un comportement le discernant du reste de la population. Il n'a pas de piqûre à se faire, il n'a pas de régime si drastique à suivre et il n'a pas d'activité sociale ou sportive contre-indiquée. De l'importance d'être parfaitement contrôlé pour son traitement. Il est vrai néanmoins que le diagnostic d'hypertension est un diagnostic qui est souvent associé à la vieillesse dans l'état d'esprit des gens et on assiste beaucoup à un comportement un petit peu, pas de dépression, mais presque à l'annonce du diagnostic où on fait passer d'un statut de quadra bien portant asymptomatique à statut d'un sujet un peu âgé qui doit prendre des médicaments tous les jours. De l'importance d'expliquer d'emblée l'intérêt de ce traitement et le pourquoi de ce traitement et de matérialiser le bénéfice et valoriser l'intérêt de prendre des médicaments. Parce que ce n'est pas naturel de prendre des médicaments tous les jours et le bénéfice n'est pas évident à court terme. Donc c'est tout l'art du médecin d'essayer d'expliquer pour convaincre parce que sinon le patient va arrêter le traitement le plus souvent. Je suis de ceux qui pensent que l'entourage a un rôle crucial. À la fois, avoir un hypertendu dans sa famille n'est pas anodin. Il n'est pas question d'abord de l'exclure. Il n'est pas question de lui faire un régime particulier, qu'il ait une assiette particulière, un menu particulier. Et il sera très bénéfique pour l'entourage d'un hypertendu qui souvent a les mêmes comportements alimentaires que l'hypertendu lui-même, qui a d'ailleurs les mêmes gènes que cet hypertendu. Il est souvent crucial et intéressant que, à l'annonce d'un diagnostic d'hypertension artérielle, que l'entourage suive les mêmes conseils qu'on a donnés à l'hypertendu. Et reprendre d'une activité physique en famille, faire du régime en famille, arrêter de fumer en famille, sera d'autant plus bénéfique et intéressant
que d'isoler l'hypertendu en disant « toi, tu n'as pas le droit à la salière » ou « toi, tu n'as pas le droit au pain » ou que sais-je. Donc l'entourage a un rôle extrêmement important. Il faut que l'entourage se sente concerné par ce diagnostic parce qu'il peut être affecté lui-même par ce diagnostic. On a constaté que la conjointe d'un patient hypertendu avait 50% de risque d'être elle-même hypertendue que la conjointe d'un sujet qui n'a pas d'hypertension artérielle. Donc tout cela montre bien le rôle de l'environnement dans cette pathologie et le fait que tous les gens susceptibles de partager le même environnement doivent se sentir concernés, à la fois aider l'hypertendu à modifier son comportement et surtout être participatif parce qu'ils sont concernés de facto par l'hypertension. Il faut éviter et trouver une hiérarchie et surtout se fixer des objectifs à court terme, c'est-à-dire se dire plutôt que de dire il faut que vous perdiez 30 kilos, ce qui est complètement illusoire la plupart du temps. Si on dit qu'il faut plutôt perdre 500 grammes tous les mois, ce qui semble à la portée de tout le monde, mais de persister dans cet effort-là sur 2 ans, les 500 grammes tous les mois sur 2 ans, ça fait 12 kilos. Et d'emblée, là, l'objectif devient intéressant. Aujourd'hui, un hypertendu concerné par sa maladie doit être capable d'apporter à son médecin traitant des marqueurs du suivi de sa maladie. Et les 2 marqueurs essentiels du suivi de sa maladie, c'est son poids et son niveau de pression artérielle à la maison. On sait depuis maintenant 2005 que la mesure de la pression artérielle au cabinet comporte beaucoup d'imperfections. La principale d'entre elles est celle que les patients sont réactifs quand ils rentrent dans le cabinet médical et font monter leur pression artérielle. Et le risque de ne considérer que ces chiffres-là fait qu'on peut surtraiter les patients. Et surtraiter des patients peut conduire à des complications liées à ce surtraitement.